Alors, comme présentation qui couvre près un demi-siècle de la politique canadienne, de la société canadienne. Maintenant, on a deux sous-ministres distingués, dont Wayne Waters, qui nous vient de Vancouver, peut-être ensoleillé. Wayne a pris sa retraite comme greffier du Conseil privé du Canada, qui est en fait le poste le plus élevé au sein du gouvernement du Canada. Et il fait de merveilleuses choses maintenant dans le secteur privé. Et il y a pas Patrick Chuglu qui a pris sa retraite comme secrétaire du Conseil de Trésor, l'entité canadienne qui approuve beaucoup de dépenses pour le gouvernement du Canada et qui rédige également beaucoup de règles pour le gouvernement du Canada. Et elle aussi, elle brille dans le secteur privé. Alors, Wayne, vous venez d'écouter ce récit sur 45 ans qui ont constitué une bonne partie de votre vie personnelle et professionnelle. Que sont vos impressions? Eh bien, d'abord, félicitations. Ça a été un tour de force. Et beaucoup de ces enjeux que vous évoquez, les questions dont vous discutez, je les ai vécues à plusieurs niveaux. En tant que fonctionnaire, je suis arrivé à Ottawa en septembre 82 et je suis devenu fonctionnaire vers les derniers jours du gouvernement de Trudeau père. Et j'ai passé ce temps dont vous parlez jusqu'à un an avant que l'autre Trudeau ne devienne Premier ministre du Canada. Donc, beaucoup de ces enjeux que vous évoquez, on travaillait là-dessus au sein du gouvernement. Et je dois dire qu'en tant que fonctionnaire, dans ma jeunesse, dans la quarantaine et plus tard, il y avait un journaliste dont on s'assurait de lire les articles et c'était Jeffrey Simpson. Et vous l'avez démontré aujourd'hui. Vous avez démontré aujourd'hui pourquoi on faisait cela. Parce que vos constatations sur ces enjeux critiques pour le Canada et les sélections que vous avez faites, je suis sûr qu'on va en discuter, mais vos sélections ont été fondamentales pour nous tous. Donc, félicitations pour cela. Et dès le début de ce panel, je sais qu'il y a beaucoup de fonctionnaires connectés aujourd'hui. Et au nom de l'un des fonctionnaires retraités qui a quitté la fonction publique il y a 5 ans, merci à tous les fonctionnaires pour leur service merveilleux au Canada dans les derniers mois depuis l'avènement de la COVID. Quel travail vous avez abattu, soit directement en gérant tous ces programmes qu'on a adoptés ou tout simplement en vous assurant que le gouvernement continue de fonctionner. Alors, vous faites la fierté de notre pays et vous montrez pourquoi c'est l'une des meilleures institutions qu'on a au Canada et dans le monde. Merci pour cela. Merci, Wayne. Alors, Wayne a mentionné les fonctionnaires. On a près de 5000 qui nous accompagnent aujourd'hui, ce qui témoigne de l'engouement pour les sujets évoqués par M. Simpson. Et Yaprak, vous avez vécu cette situation sur le plan professionnel comme fonctionnaire et en même temps vous êtes devenue canadienne pendant cette période. Qu'avez-vous ressenti en suivant cette présentation? Merci, Taki. Bonjour tout le monde. 5000 comme vous êtes, c'est merveilleux que tout le monde soit connecté. Alors, Wayne, merci également et merci aux autres fonctionnaires. Je ne suis plus fonctionnaire, mais je reste fier d'avoir été membre de la fonction publique. Jeffrey, votre présentation était vraiment merveilleuse et je vais mettre cela dans mon programme scolaire pour mes étudiants en leadership prévu en janvier. Ce sera obligatoire de regarder ce que vous avez présenté parce que c'était merveilleux. En vous écoutant, j'ai constaté que moi, je me reconnais dans 40 années de cette histoire, parce qu'il y a 40 ans, je suis arrivé au Canada de la Turquie. Mon Premier ministre était Pierre Elliott Trudeau. J'étais de celle, en fait, moi, j'étais censé, je crois, être porté sur les, les livres et l'informatique et j'étais parmi les premières à avoir accès à la nouvelle charte des lois et libertés. Et j'avais même une affiche sur mon mur de cette charte. Et même aujourd'hui, la charte m'est très chère. Et
Lorsque je l'ai lu, je me suis dit, quel pays merveilleux! Et j'étais fier de faire partie de ce pays. Voilà ce que j'ai ressenti pendant votre présentation sur la charte et sur Trudeau père. Mais en vous écoutant, j'ai réalisé que beaucoup de choses dont vous avez parlé, moi j'ai été chanceuse, soit de travailler là-dessus, ou de regarder cela, ou d'écouter les collègues du conseil du ministre, des ministres en parler. Donc pour moi, c'était comme revivre 40 ans d'histoire et pour les autres, c'est 45 ans. C'était épatant de revivre les choses merveilleuses qui se sont passées et avec certains regrets et avec des choses qu'on peut célébrer. Alors, Jeffrey a mentionné au cours de sa présentation l'un de mes professeurs, Peter Russell, que je vais citer dans un autre contexte pour relier cela à ce que Wayne a dit à propos de Jeffrey. Alors, le professeur Russell parlait de la classe parlante du Canada, c'est-à-dire le groupe de politiciens, de gourous ou d'analystes médiatiques. C'était la classe qui discutait des idées au Canada. La politique publique, ça concerne beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas d'idées, alors ça devient nul. Donc c'est très intéressant de voir comment certaines de ces idées sont restées constantes à travers cette période. Je voudrais commencer par parler de l'aliénation de l'Ouest canadien ou de la place de l'Ouest canadien au Canada. Wayne, vous avez une place privilégiée dans cette histoire parce que vous avez passé une bonne partie de votre vie professionnelle parmi l'élite laurentienne, mais vous êtes né en Saskatchewan où vous avez grandi, vous êtes un gars des prairies. Expliquez-nous votre perception de de l'Ouest canadien, pardon, et de son évolution ou de l'évolution de l'aliénation de l'Ouest canadien pendant cette période. Eh bien, comme Jeffrey l'a dit, ce sentiment remonte à l'époque du premier gouvernement du père Trudeau et du programme énergétique canadien. Ça, c'était un grand symbole de ce que c'est que l'aliénation de l'Ouest canadien. Moi, j'étais un jeune fonctionnaire et je travaillais au ministère de l'Énergie du gouvernement de la Saskatchewan lorsqu'on a adopté cette politique énergétique canadienne. Et moi, je travaillais sur les questions reliées au pétrole et au gaz. Et la Saskatchewan avait à peu près 10% de la production du pétrole et du gaz. Donc, on était un peu intéressés et j'étais donc conscient des enjeux de l'époque. Moi, je n'étais pas aussi fâché et je n'avais pas cette haine viscérale qu'on voyait chez mes collègues dans le ministère en Alberta, que j'ai appris à connaître et avec qui je suis resté ami jusqu'à aujourd'hui. Comment dire, je dois dire que j'ai été en fait étonné et surpris que notre gouvernement national puisse adopter un programme tel que le programme énergétique national, qui était en fait là pour rafler les revenus du pétrole pour l'importation du pétrole dans le Canada central et dans les maritimes. En tant que jeune fonctionnaire, j'ai été blessé par le fait que ce gouvernement agisse de la sorte, sans avertissement, sans consultation aucune. Et c'était ce sentiment de trahison que Jeffrey a évoqué, qui montrait que ce gouvernement était prêt à victimiser l'Ouest canadien pour que cela profite au Canada central. Donc cette politique énergétique nationale, comme Jeffrey l'a souligné, je pense qu'on doit adopter un point de vue historique pour y voir plus clair. Et je pense en fait que ça remonte à l'époque de l'entrée de l'Alberta et de la Saskatchewan dans la Confédération en 1905. En tant que jeune en Saskatchewan, j'ai vécu cela moi-même. J'ai vu cela à travers les récits de mes parents et de mes grands-parents à propos de leur place au sein du Canada. Par exemple, mon grand-père, dans les années 30,
lorsque beaucoup de gens qui sont venus s'installer dans l'Ouest sont partis parce qu'il y avait la famine et les gens mouraient de faim. Grandparents didn't have very much at all. And so my grandfather decided that what he would do is sell one of his cows, and he took it to the train and put it on the train and sent it to Toronto and sold it to a guy in Toronto. And when he got the check back or whatever, the check wasn't enough to pay for the transportation of the cow to Toronto. And he said, there, those buggers in the East, that's what we get from them. He actually joined in the 1930s a party that was part of their mandate to separate from Canada. Now, my grandfather joined a lot of political parties, but you see, it goes a long way back. And I think now, when we fast forward to 2020, I mean, this resentment now of the young Trudeau government in the West, particularly in Alberta has reached new heights. And I think it goes back, and here it is, with the previous Trudeau, it was oil and gas, and now it seems to resolve itself around oil and gas again. And I think there's a couple factors that manifest itself today in this degree of resentment in Alberta and the West around oil and gas. And first was in the first mandate of this government, we saw them coming forward with what Canada needs to do, which is a very ambitious climate change policy and also other energy or environmental policies. I think those policies seem to be in the West. When I talked to Albertans, it was almost like a binary choice. You can have oil and gas development, or you can have a climate change strategy. But the sense was you couldn't have both. You couldn't allow the sector to grow and be vibrant and solve our climate change problems. And that's a feeling that Westerners have. Whether it's true or not, that's the feeling they have. C'est ce qu'on pense ici. Et on le voit maintenant avec le COVID. Et on pense qu'en Alberta, que le gouvernement fédéral ne les a pas suffisamment aidés au niveau pour contrer la pandémie. Et je pense qu'il faut s'en inquiéter. Hein. C'est un problème grave. Parce qu'il y a des gens en Alberta que je connais qui disent ben non, on n'en peut plus. Quand les gens disent ça, je pense qu'il faut tous s'en inquiéter. Parce qu'on ne peut pas tenir ce pays pour acquis. Jeffrey, j'aimerais que tu nous parles de ça, mais j'aimerais qu'on hausse notre jeu ici, parce que, bon, on parle d'aliénation de l'Ouest, de mécontentement dans l'Ouest. À certains égards, c'est une chose que les fonctionnaires doivent toujours maîtriser. Mais là, c'est toujours sur la rubrique du régionalisme, parce que l'aliénation de l'Ouest, c'est une forme de régionalisme, si vous voulez, ou une manifestation. Est-ce qu'il y a des choses qui exacerbent tout ça? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer cette aliénation? Qu'est-ce que tu as vu, toi? Eh bien, ce qu'on devait faire ici, c'était de donner au Sénat la responsabilité de responsabilité des régions, mais les allégeances partisanes ont annulé tout ça. Le Sénat devait être la voix des régions, mais ça n'a pas été le cas. Hein? Maintenant, les partis politiques, à mon avis, sont des institutions absolument essentielles dans notre pays, parce que c'est un grand pays, parce que ainsi, les gens de Colombie-Britannique et de Terre-Neuve doivent se rencontrer, se parler, et puis aboutir à des compromis. Malheureusement, et on le voit en ce moment, il y a des régions entières qui ne sont pas représentées dans le parti politique au pouvoir. Alors, qui comble le vide? Eh bien, c'est le premier ministre de la province. C'est lui qui va parler au nom de la province. Il n'y a personne dans le caucus parce qu'il n'y a pas de représentant de cette province-là au sein du caucus. Donc, maintenant, ça a élevé, si vous voulez, le rôle des premiers ministres provinciaux. Et Wayne a parlé d'un parti politique auquel son père s'était joint. Et il y a eu toutes sortes de partis protestataires dans l'Ouest. Le Parti des fermiers unis, le Crédit social, les progressistes, et puis maintenant il y a le Parti de l'Ouest comme tel. Je ne dis pas que l'histoire se répète, non, non. Mais c'est qu'il y a des indications qu'on voit maintenant de la frustration des gens, du mécontentement. Moi, je ne prends pas très au sérieux le séparatisme albertain, mais le mécontentement, lui, il y est. Et les partis
fédéraux n'ont pas toujours été disons, assez éclairés pour trouver des appuis dans cette région, dans l'Ouest ou au Québec. Et c'est la situation qu'on voit aujourd'hui. Je l'ai dit il y a un instant, c'est pas populaire à dire, mais dans une certaine mesure, la fonction publique reflète tout ça. Parce que, et ça, je comprends ça. Enfin, moi, j'ai appris le français comme j'ai pu, mais le fait est que si vous êtes un anglophone unilingue qui a grandi, je sais pas moi, en Saskatchewan ou en Alberta, à moins d'être passé par l'immersion, les chances que vous avez d'atteindre les sommets de la fonction publique, et Wayne est une exception, sont assez minces. Donc, donc ce qui arrive, c'est que la fonction publique des provinces y gagne. Hein. Jeffrey soulève une question intéressante. Nos institutions ne reflètent pas vraiment le caractère régional du Canada, autant qu'elles devraient le faire. Et ça, c'est une chose que répètent les intellectuels canadiens. Et quand on ne peut pas dire tout simplement que les institutions vont refléter le Canada, parce que bon nombre de ces institutions, souvent, ne reflètent pas la réalité, qu'il s'agisse de la Cour suprême ou des autres tribunaux. Et vous, les fonctionnaires, vous devez garder ça à l'esprit quand vous formulez des politiques et quand vous mettez en œuvre des programmes. Yaprak, il y a un autre thème qui est apparu, c'est la question de l'immigration. Oui, le Canada a ses défauts, bien sûr, mais de manière générale, on a bonne opinion de nous. Ici, l'immigration, ça va. Hein? Et dans bien des pays, l'immigration fait problème hein, et cause enfin, des déchirures dans le tissu social. Mais au Canada, il semble que l'immigration, ça marche. Parlez-nous, qu'est-ce que c'était pour vous comme immigrante d'abord, lorsque vous êtes arrivé ici? Vous êtes arrivé au Canada, jeune femme. Moi, je suis l'enfant d'immigrants aussi. Et je suis arrivé, enfin, je suis né au Canada, mais à Toronto. Donc, je me suis jamais senti comme une exception, parce qu'à Toronto, il n'y a que ça, des exceptions. Donc, vous êtes arrivé à Ottawa dans les années 80, vous étiez immigrante, et plus tard, vous êtes devenue fonctionnaire, et vous étiez une immigrante, hein, c'est ça. Oui, tout d'abord, je suis d'accord. La politique d'immigration du Canada était bien pensée, et c'est le cas depuis longtemps, mais ce qui fait que le Canada est attrayant, c'est pas seulement que c'est un pays paisible et juste, mais aussi multiculturalisme est un facteur attrayant pour les immigrants. Moi, le melting pot, j'ai jamais trop aimé. Ça, c'était avant l'Internet, j'ai fait mes recherches. On lisait sur le Canada dans l'encyclopédie ou alors où on demandait des dépliants à l'ambassade du Canada. Et on disait que les citoyens du Canada venaient de partout au monde, mais vous pouviez quand même être vous-même et Canadien. Et ça, c'est une chose au Canada qui n'a pas changé. Ce qui ne veut pas dire que tout immigrant qui arrive au Canada a la vie facile. Le racisme existe bel et bien, la discrimination aussi, mais la compassion est là également. La générosité y est, elle se porte bien. Et l'immigration aussi se porte bien. Mais moi, je suis arrivé au Canada en août 1980. D'abord, j'étais étonné. Quand j'ai vu à quel point il faisait chaud ici l'été. Hein? Et ben, c'est mon histoire à moi. Je ne veux pas généraliser à partir de ça. Mais le fait est que ici, je n'ai trouvé que des appuis. Hein? Lorsque je suis entré au ministère de l'Agriculture, dans le secteur des politiques, je n'étais pas la seule immigrante, mais j'étais la seule femme immigrante, parce que des femmes, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque au ministère. Et oui, est-ce que j'ai dû me conformer à certaines choses? Oui, sans doute, mais ce n'était pas dur, hein, de se conformer à un certain ordre. Et le seul vrai défi que j'avais, enfin que j'ai eu au Canada, c'était après le 11 septembre. Hein. Parce qu'étant musulmane, si je disais que je suis, après
Avant ça, on disait, vous êtes musulman? Ah, c'est bien, bravo, c'est intéressant, et puis on parle de diverses choses. Mais après le 11 septembre, c'était autre chose. Hein. Les gens s'inquiétaient du fait que j'étais musulmane. Et ça, on faisait des observations comme ah, vous n'êtes pas là musulmane du tout, vous, ou alors, et même dans les réunions de la fonction publique, et on disait faut se méfier des musulmans. Et moi qui étais là à la table, à entendre ça, c'était moins drôle. Hein. Donc, Donc, je me disais, peut-être que ma place n'est pas ici, tout à fait. Mais de même, je savais que j'avais la liberté de dire à n'importe qui, de quoi vous parlez, là? C'est niaiseux ce que vous dites là. Vous devriez vous informer un peu. Donc, j'avais entière liberté pour me défendre. Hein, ça allait. Et je dois dire ceci aussi. Je suis reconnaissante et je me sens très honoré aussi. Et je le dis toujours à mes enfants. Bon, ils me trouvent un peu nounoun de dire ça, mais quand on est immigrant, on finit par aimer plus ce pays que ceux qui sont nés ici. C'est comme ça que je me sens, en tout cas. Je mangeais mes céréales ce matin, je lisais mon ancien journal, et c'était l'histoire d'une femme qui vient de Tunisie. C'est une grande chanteuse maintenant. Elle a migré après à peu près 4 ans. Et elle disait, on discrimine contre tous les immigrants au Canada. Et j'ai failli vomir. Je me suis dit, vous pensez que ça va mieux en Tunisie, aux États-Unis, en France? Vous, comme Tunisienne, comme musulmane, ben, allez donc essayer. Hein? Parce que, et ça, c'est une exception, cette dame. Parce que d'après les données que je vous ai données, ceux qui sont le plus attachés au symbole de notre pays, qui sont les plus fiers de notre pays, ce sont justement les immigrants, parce que la plupart d'entre nous, on tient ça pour acquis, on a grandi avec ça, c'est bon, et les traditions canadiennes, les institutions qu'on a, les avantages qu'on a. Une dernière chose aussi, vous avez mentionné les classes jacasseuses. Eh bien, je n'en ai pas parlé dans ma conférence, mais je pense qu'il y a un écart qui n'a fait que s'accroître ces dernières années entre les classes jacasseuses et c'est l'intelligentsia, les étudiants en droit, les historiens, les éditeurs, certains médias, dont Radio-Canada surtout, qui croient sincèrement que notre histoire est une histoire d'oppression, de racisme systémique, et puis maintenant il faut demander pardon pour tout ça. Bon, je ne parlerai pas de ce que fait le gouvernement ici. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a un narratif ici. Mais ce n'est pas le narratif de la majorité des Canadiens. Je suis désolé. Et tous les sondages d'opinion publique montrent que les Canadiens ne sont pas d'accord avec ça. On veut bien accepter que oui, on a commis des erreurs, c'est vrai. Quel pays ne fait pas d'erreurs, dites-le moi. Et moi, j'en connais pas. Et bon, la vertu éternelle n'existe qu'au ciel. Donc, cet écart entre les classes jacasseuses qui sont négatives à propos du passé du Canada, et c'est très loin de l'opinion majoritaire au Canada. Ça n'a pas encore été exploité politiquement, mais cet écart existe. Oui, vous avez bien raison de le dire, parce que la seule population qui connaît une certaine croissance démographique au Canada, c'est la population autochtone. Ce qui est peu de monde par rapport au reste de la population. Et s'il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de croissance. Hein? En fait, notre pays serait en déclin. Et ça, l'immigration, ça va toujours rester chez nous, mais ça remonte à Trudeau l'Ancien, hein, tout ça, qui posait la question, comment pouvons-nous tous vivre ensemble? Et Trudeau l'Ancien disait toujours, si le Canada ne peut pas fonctionner, il n'y a pas d'espoir pour le reste de la civilisation. Le Canada, si l'idée canadienne ne s'impose pas, le monde est fini. Hein? Et c'est toute la société civilisée, selon Trudeau l'Ancien, qui est condamnée. Hein? Parlons d'autre chose maintenant. Il y a 3 choses qui ont changé. Jeffrey, tu as parlé de la TPS, des langues officielles, du libre-échange, et tu nous as dit comment ces mesures étaient très controversées lorsqu'elles ont été imposées. Je me rappelle, j'étais à l'Université York, le premier ministre Mulroney était venu nous voir,
Les gens lui jetaient du macaroni. Et maintenant, quand on parle de TPS, de langues officielles ou ou de libre-échange, les gens disent, bah oui, oui, ça va, c'est normal, tout ça, ce sont de bonnes choses. Et ça, c'est une autre leçon importante pour nos fonctionnaires qui nous écoutent. Si on prend un moment en particulier et que et qu'on s'en tient seulement à la réaction immédiate des gens, vous n'allez pas faire ce qui est juste et essentiel. Euh, je me rappelle que vous étiez là à l'époque des langues, du libre-échange. Vous n'étiez pas là à l'époque des langues officielles, mais parlez-nous de mesures qui sont très impopulaires et puis mais qui sont quand même imposées. Hein. Wayne. Eh bien, ça prend de l'autorité hein, pour agir ici. Et on a eu la chance d'avoir des chefs politiques qui disaient voici ce que nous devons faire, même si ce ne sont pas des mesures très populaires. Ça s'appelle de la vision, du leadership. Et des fois, je m'inquiète. Les gouvernements d'aujourd'hui, à cause des événements, à cause des médias sociaux, n'ont pas toujours ce genre de courage ou de vision pour aller contre vents et marées. Et c'est difficile aussi pour les fonctionnaires, bien sûr, qui doivent conseiller les gouvernements, les ministres, les dirigeants politiques qui doivent donner des conseils qui s'opposent à l'opinion publique. Et puis, mais pourtant, c'est ce qui est difficile qui est la chose à faire souvent. Et les fonctionnaires doivent exercer des pressions chaque fois, même si ce sont des mesures qui ne sont pas très populaires. Et puis oui, c'est sûr qu'au bout du compte, ce sont les politiques qui décident. Maintenant, qu'il s'agisse de la TPS ou d'une autre politique fiscale ou de la politique étrangère. Quoi qu'il en soit, j'encourage les fonctionnaires à défendre ces idées qui sont parfois impopulaires. Et ce que vous devez faire, vous, les fonctionnaires, c'est faire l'état des lieux, si vous voulez, et proposer des solutions qui ne seront pas toujours populaires. C'est vrai que, des fois, les politiques vont vous dire non. Et puis, il faut ne pas avoir peur de donner des conseils, il faut mettre en œuvre les politiques qui sont adoptées, et ça, il faut continuer. Et c'est peut-être même plus difficile aujourd'hui à cause des difficultés que pose le processus politique comme tel. Et on n'aime pas toujours, ces mesures-là ne sont pas toujours populaires auprès des politiques, mais les fonctionnaires sont là pour conseiller nos ministres et mettre en œuvre ces politiques. Yaprak, vous étiez connu pour diverses qualités que vous avez. Vous disiez des vérités désagréables aux leaders. Vous disiez, voilà, c'est pas populaire, mais il faut le faire. C'est la chose à faire. Faites-nous part de quelques leçons que vous avez retenues ici pour ces gens qui seront un jour sous-ministres à leur tour. Eh bien, je dirais, Wayne a raison. Mais Wayne, c'est peut-être plus difficile pour les gouvernements maintenant de faire ce qui doit être fait. Mais je ne sais pas. Je vois ce que fait le gouvernement sur le plan environnemental. C'est pas populaire partout au pays. Mais d'ici 20 ou 30 ans, quand on va se porter un regard sur ces années-ci, on va dire, mais Dieu merci, on a agi sur le front environnemental. Et maintenant, tout ce que je dis, c'est qu'il y a toujours moyen de faire le bien. Et à certains égards, l'actuel gouvernement, justement, essaie de faire le bien. Et petite anecdote, la semaine dernière, on avait un concours à l'école Monk, et bon nombre de nos étudiants devaient faire un exposé à un greffier imaginaire sur certains enjeux. Et dans la plupart des cas, on commençait
on commençait par l'état des lieux relativement à l'opinion publique. Les Canadiens pensent ceci, pensent cela, tout ça. Et un des juges a dit, ben non, ça va pas. C'était la bonne chose à faire. Et ils ont tous dit, en fait, que les faits qu'ils avaient présentés, les Canadiens les appuyaient plus ou moins. Donc, je pense à ce que Jeffrey a dit, à savoir que le courage politique, c'est la marque du leadership. Je suis d'accord avec cette constatation. Et cela s'applique à la fonction publique également. Il ne faut pas recommander rien que ce qui est populaire auprès du gouvernement ou de votre ministre ou sous-ministre, et ainsi de suite. Il faut faire vos recommandations en fonction du travail que vous avez fait et avec la ferme conviction que c'est la bonne chose à faire. Cela ne veut pas dire qu'on n'écoute pas la situation politique ou qu'on ne tienne pas compte des réalités du pays. C'est des choses qu'on doit gérer. Mais ce n'est pas cela qui va, par exemple, déterminer la bonne action à mener. Si les gouvernements n'avaient suivi que ce qui était populaire, on n'aurait pas eu, par exemple, le mariage entre conjoints du même sexe. Et si le gouvernement avait décidé de faire quelque chose là-dessus, évidemment, la décision du tribunal allait tomber sous peu. Mais il y a eu du leadership là. Et ça a été un grand changement social. Et pour moi, c'est un honneur d'avoir travaillé sur ce dossier-là en particulier. Donc, il y a de la place pour les conseils. Et le découragement, ce n'est pas hypothétique. Il faut toujours se mettre... Il faut toujours oublier un peu son intérêt personnel et focaliser sur l'institution qu'on sert et le but qu'on essaye de réaliser. Alors, ça fait 30 minutes qu'on discute et on va commencer à conclure. Je vais inviter Wayne. Vous parlez à un grand auditoire de la fonction publique. Vous avez été greffier du conseil privé, donc au sommet de notre profession. Vous avez regardé le récapitulatif de Jeffrey qui couvre 45 ans. Dites-nous quelques mots sur la prochaine génération de la fonction publique et la prochaine génération de Canadiens. Je pense que le Canada va continuer d'être une terre d'opportunités. Regardez les anciens fonctionnaires sur ce panel. Une immigrante arrivée au Canada. Pas comme mes grands-parents sont arrivés, mais plus récemment. Et même s'il est arrivé comme jeune adulte et est entré dans la fonction publique, et c'était un endroit où il y avait des possibilités. Et elle est devenue sous-ministre adjointe. Et pour moi, ayant grandi en Saskatchewan, mon père a quitté l'école en 7e ou 8e année. Et c'était l'éducation qui égalisait les chances à l'époque. Mais voilà les occasions qu'on a eues tous les deux. On est tous les deux devenus des fonctionnaires très en vue et au conseil privé. Donc la fonction publique offre toujours ces possibilités aux Canadiens ou qui vivent. Et je trouve que le vrai défi pour les fonctionnaires, comme il y en a toujours, les fonctionnaires, la fonction publique doit toujours se transformer. Depuis mon entrée à la fonction publique jusqu'à mon départ, le rythme de la transition s'accélère. Les nouvelles technologies entrent en jeu avec l'intelligence artificielle et toutes ces technologies. Vous savez, on dit toujours que les pays doivent accepter ces technologies et les adopter pour être concurrentiels. J'ajouterai également que la fonction publique fédérale doit aussi continuer d'accepter, d'adopter ces nouvelles technologies. Parce que pour servir ces maîtres politiques, il faut en avoir les outils. Il faut être équipé pour cela. Il y a des défis qui nous attendent, mais j'ai toujours trouvé que la fonction publique du Canada était à la hauteur de ces défis. Et je la trouve
très compétente pour relever les défis qui nous guettent. On a vécu une période très difficile avec nos voisins du Sud et j'espère que la situation va se normaliser dans une certaine mesure. Et je trouve que le monde va être très différent, géopolitiquement parlant. Maintenant, avec la Chine, les États-Unis et le multilatéralisme et toutes ces institutions qui nous sont chères, on va continuer de se poser des questions et la fonction publique doit jouer un rôle crucial afin de trouver une réponse à la question de savoir quelle est la place du Canada dans le monde. Maintenant qu'on voit cette relation entre le Canada, les États-Unis et la Chine, qui en fait prend une tournure nouvelle. On va vivre des moments difficiles, mais c'est pour cela qu'on entre dans la fonction publique, je crois, parce que ça offre les meilleurs emplois au pays. Alors, pour la fonction publique du Canada, IAPRAC, oui, 3 choses rapidement. D'abord, le Canada est un pays merveilleux et ça reste un pays rempli de possibilités, mais je ne pense pas que le Canada doive dormir sur ses lauriers et présumer qu'on restera aussi nanti et aussi civilisé qu'on l'est maintenant, qu'un avenir n'est garanti. Donc il faudra beaucoup d'énergie, il faudra une belle vision et de belles idées pour qu'on puisse conserver notre place et même améliorer notre place dans le monde. Dans ce contexte, en tant que fonctionnaire, la seule chose qu'on a, c'est notre temps qu'on donne. Assurons-nous de ne pas le gaspiller. Utilisons chaque minute, chaque heure, chaque journée où vous travaillez pour faire quelque chose de bien, pour améliorer les choses et pour présenter de belles idées, pour améliorer vos organisations. Et mon dernier conseil, c'est de ne jamais céder au cynisme. Moi, je ne supporte pas les cyniques, ceux qui disent « Vous savez, aucun ministère ne changera, le ministre n'acceptera jamais cela, vous savez, on a essayé, ça n'arrivera jamais, ou bien « Je ne peux pas croire que cette technologie ne marche pas. » C'est facile de se plaindre, mais c'est difficile d'agir. Alors soyez de ceux-là qui disent « Moi, je peux changer la donne. » Et je crois fermement que si toujours plus de fonctionnaires pensaient à faire à ce que les choses s'améliorent, ce serait possible. C'est possible de s'adapter aux nouvelles technologies et à avoir de meilleurs espaces de travail et avoir des espaces de travail plus inclusifs. Ça, c'est une partie de l'amélioration de la situation. Mais si on est cynique, et alors vous devez accepter le fait que vous avez un rôle à jouer. Donc, occupez cet espace-là et ne gaspillez pas votre temps. Jeffrey, vous avez eu le premier mot et vous avez le dernier mot également. Je n'ai pas été dans la fonction publique et peut-être que la fonction publique s'en réjouit. Alors moi, je ne vois les choses que du dehors. Je dirais que, bon, dans notre pays, il y a beaucoup d'enjeux et je vais toucher à 3 brièvement. D'abord, le changement climatique. Je trouve que c'est l'enjeu politique le plus compliqué de mon époque. Parce que pour faire des progrès, il faut que ce soit sur le plan international, ce qui n'est pas facile, et il faut que ce soit sur le plan continental à cause de notre intégration avec les États-Unis, ce qui a été impossible depuis 4 ans. Et le gouvernement national a un rôle important à jouer sur le plan constitutionnel dans la négociation d'entente et les provinces contrôlant les ressources naturelles, leurs opinions comptent. Les municipalités également, parce que c'est elles qui contrôlent, par exemple, les déchets domestiques et la planification ou l'urbanisation. Et puis, il y a les citoyens dont l'aval est nécessaire. Et pour que ces 6 forces aillent dans le même sens, ce sera un gros défi à relever au niveau de la politique publique. Deuxièmement, je pense que le premier enjeu, je l'ai effleuré un peu, c'est la question autochtone au Canada. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui essaie de réaliser ce que nous tentons. C'est-à-dire de créer 635 gouvernements autonomes au Canada. Ça n'a pas été essayé ailleurs. En tout cas, ça n'a jamais réussi. Ça a échoué lamentablement aux États-Unis. Beaucoup de groupes autochtones sont petits en nombre, donc il y a des problèmes de capacité. En terminant ma carrière, j'ai commencé
à écrire sur ce qu'on appelait les questions autochtones à l'époque en 76 et plusieurs décennies après. À la fin, moi, je n'étais pas plus éclairé sur la piste indiquée. Et enfin, Tip O'Neill, un célèbre speaker de la Chambre des représentants, a toujours dit que toutes les politiques sont locales. Et je trouve que c'est très sage, sauf qu'il faut ajouter que beaucoup d'enjeux politiques sont influencés et encadrés par les pressions nationales et internationales, ce qui est difficile pour les citoyens ordinaires à comprendre. En tant que producteur des céréales, des prairies, vous savez que votre marché, c'est international, mais votre culture et votre commercialisation de vos produits, c'est déterminé par le monde. En tant que pays libre-échangiste, notre part de la planète diminue, notre place dans le monde diminue et nous devons regarder vers le monde plus que jamais. Et la façon dont on essaye d'avancer, ça peut être contre-productif. Donc j'espère que les fonctionnaires dans la conception des politiques et leurs dirigeants politiques tiendront compte de la réalité, de la dimension internationale dans nos affaires intérieures, parce que sans cela, on aura des surprises désagréables. Oui, comme Wayne l'a dit, espérons que les États-Unis, qu'on aura des relations plus harmonieuses pour un bon bout de temps avec les États-Unis. Nos relations avec la Chine sont mauvaises, ainsi qu'avec l'Inde. On n'a presque pas de relations avec la Russie. On est très loin de l'Afrique maintenant. On sait. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Tout cela pour dire qu'un petit pays comme le Canada doit travailler beaucoup plus fort qu'un grand pays pour protéger ses intérêts et améliorer sa cote de popularité à l'étranger, et les politiques protectionnistes ne nous font pas avancer. Alors, on a regardé 45 ans d'histoire politique et de défis, des défis qui persistent dans certains cas et d'autres qui sont temporaires. Et les 45 prochaines années vont amener leur lot de défis et de possibilités. Donc, pour nous tous aujourd'hui, merci Jeffrey, Wayne et Yaprak pour votre éclairage, alors qu'on lutte pour essayer d'aider à relever les défis que la fonction publique du Canada vit. Merci beaucoup. Bonne chance.